Bonjour, bienvenue au 10e cours du module droit et instruments d'urbanisme, intitulé Urbanisme de détail, règles d'urbanisme. Petite introduction. Les instruments d'urbanisme de détail ont été introduits suite à l'apparition du BDO. Donc après le BDO, il y a eu l'introduction des instruments au sein de textes d'application avec. Donc là, je ne vais pas parler des lois qui ont introduit les instruments d'urbanisme de détail, mais leurs textes d'application. Le POS est apparu dans la loi 90-29 de 90, mais le texte d'application est apparu en 91. Le PPNVSA est lié à la loi qui porte sur le patrimoine culturel, qui est apparu en 98, mais le texte d'application est apparu en 2003. Le PPSNVSS est lié à la loi sur le patrimoine culturel de 98, mais le texte d'application est apparu en 2003. Et enfin, le plan d'aménagement touristique est apparu en 2007. Ces instruments sont accompagnés de règles qui fixent des règles d'usage du sol de manière détaillée. Nous allons aborder un peu les grandes règles utilisées. On va voir un peu dans le règlement et dans le détail qu'est-ce qu'ils contiennent, et on va survoler ça pour voir un peu tout ce qu'ils contiennent en général. Règles d'urbanisme. Les règles d'urbanisme utilisées dans les plans d'urbanisme de détail permettent de cadrer l'utilisation du sol et la forme des constructions ainsi que leur usage. Donc si on fait des règles au niveau de ces instruments, c'est pour cadrer l'usage. Elles sont sous forme graphique, mais aussi présentes dans le règlement. En général, on les trouve des deux côtés. Donc vous avez un dessin qui vous met un trait lorsque la hauteur est à 3 mètres pour dire ne pas dépasser, puis vous avez dans le règlement ne pas dépasser la hauteur de 3 mètres. On retrouve par exemple des règles liées à localisation et desserte, on va les voir après un peu dans le détail, l'implantation des constructions, la forme du bâti, la densité du bâti, et enfin le type d'activité au niveau de différentes parcelles. Donc là, nous allons aborder ces règles parcelle par parcelle, parce que les règles d'urbanisme touchent à la parcelle. Localisation et desserte. La localisation et desserte d'une construction est liée à la situation de la parcelle. Donc où est-ce qu'elle se situe? Est-ce que je peux mettre ici quelque chose ou pas? À la nature du site. Topographie, dimension, risque. Est-ce que je peux mettre des constructions sur un site à risque d'inondation, par exemple? Ainsi qu'à sa connexion et desserte par des réseaux divers. Cela peut concerner des obligations en lien avec, on va voir un peu quelques éléments. Espace de stationnement. Est-ce que je suis obligé de mettre en place un espace de stationnement, de le prendre en charge ou pas? Ou est-ce que je laisse ça à la rue? Voie d'accès. Est-ce que je dois mettre en place une voie d'accès ou pas du tout? Est-ce qu'il y en a? Type de parcelle constructible. Est-ce que les parcelles que j'ai sont constructibles ou pas? Accès mécanique aux piétons. Est-ce que c'est accessible uniquement de manière piétonne ou est-ce que je dois mettre un accès mécanique? Zone de servitude. Est-ce que ma parcelle, malgré qu'elle n'est pas touchée par un réseau de haute tension, mais est-ce qu'il est suffisamment proche pour qu'on m'interdise la construction? Réseau d'assainissement, eau, d'énergie. Est-ce que je dois me connecter ou pas? Donc là, c'est des obligations en termes de localisation et de desserte. Le deuxième point, c'est l'implantation. L'implantation d'une construction est liée à la manière dont on peut implanter la construction. De l'implanter comment? Par rapport aux parcelles avoisinantes, aux rues, etc. À la topographie aussi du terrain. Est-ce que je dois m'implanter en escalier, par exemple, sur un terrain en pente? Les façades, les vues. Est-ce que je dois m'implanter pour boucher une vue vers quelque chose ou pas? Dans les sites historiques, c'est très important. Et autres contraintes. Cela peut concerner des obligations en lien avec alignement des constructions et des façades. Est-ce que je suis obligé de m'aligner ou je peux me mettre comme je veux? Possibilité d'espace en saillie sur la façade. Est-ce que je peux sortir, même si je suis aligné en bas, est-ce qu'en haut je peux sortir par des balcons, des loggias, des terrasses, etc. Le prospect, on l'a vu dans les règles générales d'aménagement et d'urbanisme, le prospect disait qu'on recule pour qu'il y ait un angle de 45 degrés pour permettre l'ensoleillement. C'est plus pour des besoins d'aération et d'ensoleillement. C'est-à-dire qu'il y a des relations entre la hauteur d'un bâtiment et le recul avec la construction qui est en face. La forme du bâti. La forme des constructions est liée à la nature des matériaux utilisés. À la forme urbaine, est-ce que je choisis de faire des îlots ou autre chose? À l'harmonie des constructions du bâti au niveau du quartier. Donc la forme du bâti, même si je construis ce que je veux, mais il faut qu'il y ait une harmonie d'ensemble, qu'on ne construise pas n'importe quoi. Pour les constructions, mais aussi pour les clôtures. Ça peut concerner des obligations en lien avec la forme et dimension du mur de clôture, qui sont imposées par les règles détaillées d'urbanisme. Dans un poste, par exemple, on nous donne des recommandations ou des obligations pour le mur de clôture. Par exemple, est-ce qu'on le laisse, est-ce qu'on peut voir à l'intérieur de la maison? Est-ce qu'il peut être opaque? Est-ce qu'il doit avoir une hauteur?
Par exemple, dans beaucoup de pays occidentaux, les hauteurs sont très basses, où il n'y a pas du tout de mur de clôture, où la clôture est faite de manière transparente, par exemple. Matériaux interdits ou autorisés. Est-ce qu'on peut utiliser au niveau de la Casbah, si les toitures sont en terrasse, la tuile ou pas, par exemple? Est-ce que je peux utiliser de la brique? Est-ce que je peux utiliser de la pierre? Forme des toitures et des terrasses. Est-ce que j'utilise une forme en pente ou une forme plate? Et enfin, forme des façades et des ouvertures. Est-ce que j'ai une rythmique de façade et une rythmique d'ouverture, entre autres? Densité. La densité des constructions est liée à la hauteur des constructions, au nombre de niveaux permis, combien je peux rajouter de niveaux, à l'emprise de la construction par rapport à la parcelle. Est-ce que je peux occuper toute la parcelle ou juste une partie? Cela peut concerner des obligations en lien avec la hauteur des constructions. Donc on nous indique, est-ce que je peux monter jusqu'à 16 mètres, jusqu'à 20 mètres? Parfois la hauteur, on nous donne la hauteur sur la façade, et puis la hauteur de la construction, ça veut dire, sur la façade, je ne peux pas dépasser les 16 mètres, par exemple, mais toute la construction, la plus grande hauteur ne peut pas dépasser 18 mètres. Donc je peux monter à 16 mètres sur la façade principale, mais derrière, je peux aller jusqu'à 18 mètres. SHON et SHOB, on va les voir. COS et CES, on va les voir. Alors, SHOB, SHOB et SHON. La surface au rouvre brut, SHOB, c'est la surface calculée au extérieur des murs. Donc, d'extérieur à extérieur, ça veut dire y compris les murs, des planchers d'une construction. Donc, si je fais la SHOB d'une construction, c'est la surface de la construction comprenant l'ensemble des planchers. C'est la surface de l'immeuble comprenant tous les planchers. C'est la surface brute, donc je n'enlève rien pour l'instant. Ça veut dire que si on va dire SHON, net, donc on va enlever des choses. La surface au rouvre net et la SHOB diminuée 2, donc on enlève 4 types de surfaces. On enlève les surfaces des combles et sous-sols non aménageables. Il est d'usage de dire que quand un comble, donc ce qu'on appelle parfois un grenier ou un sous-sol, qui ne dépasse pas la hauteur de 1,80 m n'est pas compris dans cette surface. Surface de toiture, terrasse, balcon, loggia et surface non clos située au rez-de-chaussée. On les supprime aussi. Surface aménagée en espace de stationnement de véhicules à l'intérieur d'une construction. Et enfin, surface réservée à l'activité agricole, stockage de récoltes, du matériel agricole, l'espace pour animaux, etc. Ces surfaces-là, je les supprime de la surface globale de ma construction pour arriver à la surface au rouvre net. C'est utilisé au niveau des permis de construire. Ça veut dire que ces surfaces, je peux en rajouter sans qu'ils ne soient comptabilisés. Voilà pourquoi ça a été fait. C'est pour encourager à rajouter ce type de surface sans être comptabilisé dans la surface au rouvre net. Enfin, il y a la surface habitable. C'est la SHOB diminuée des cloisons, murs, embrasures de portes, fenêtres, éléments de structure. La surface habitable, c'est lorsqu'on enlève les murs et lorsqu'on garde juste les espaces intérieurs et qu'on les calcule. C'est la surface utile qu'on utilise nous-mêmes. CES et COS. Alors, le coefficient d'emprise au sol, CES, c'est exprimé en rapport entre la surface construite au sol et la surface de la parcelle. Il est compris entre 0 et 1, c'est un rapport, mais 0 ça veut dire 0% et 1 c'est 100%. Il exprime le pourcentage maximal autorisé d'emprise au sol, c'est-à-dire si par exemple pour un CES de 0,5, 0,5 c'est 50%, c'est qu'on peut construire la moitié de la parcelle. Le coefficient d'occupation au sol, COS, est exprimé entre le rapport entre la surface de la construction, tous les planchers, donc la surface totale de la construction, et la surface de la parcelle. Il peut être supérieur à 1, donc je calcule par exemple, j'ai 4000 m² de plancher, et la parcelle fait 500 m², 4000 divisé par 500, ça fait 8. Il exprime la densité de la parcelle en termes de surface plancher autorisée. Un cos de 3, ça veut dire qu'on peut construire 3 fois la parcelle en surface plancher. Il n'indique cependant pas la hauteur, ça veut dire si j'ai une surface de 1000 m² et un cos de 3, donc je peux construire jusqu'à 3000 m² de plancher, mais ça ne nous dit pas si je dois les faire, si j'occupe toute la parcelle 1000 m², donc je peux avoir un R plus 2. Par contre, si je n'occupe que la moitié de la parcelle, 500 m², je peux monter à R plus 5, avec un cos de 3, pour une assiette foncière de 1000 m². Type d'activité. Le type d'activité est lié à la nature des activités autorisées, celles interdites, à leur spécificité, à leur éventuelle nuisance, et à leur lien avec l'environnement. Ça peut concerner les obligations en lien avec. Activité autorisée, on vous autorise les activités résidentielles, etc. Activité interdite, il est strictement interdit d'avoir des activités à caractère industriel. Établissement classé, en général les salles des fêtes, les cafés, lorsqu'il y a du public, il faudrait avoir une autorisation spécifique. On appelle ça des établissements classés. On peut avoir des obligations ou des contraintes au niveau des nuisances sonores, c'est-à-dire qu'on doit installer des équipements pour empêcher le bruit de sortir de notre
immeuble qui a une activité qui fait du bruit. Nuisance environnementale. Si nous sommes dans une zone industrielle, on peut nous obliger à avoir une station d'épuration qui est propre à l'usine. Et enfin, stationnement, on peut nous demander de prendre en charge, nous, s'il y a une activité qui draine beaucoup de gens, eh ben, on peut nous demander de prendre en charge le stationnement et ne pas le laisser à la voie publique. Évolution des règles d'urbanisme. Les règles d'urbanisme que l'on retrouve dans les instruments d'urbanisme, PDO, POS, PPM, VSA, PPSM, VSS, PAT, permettent de cadrer l'intervention humaine au sein des communes et des quartiers. Elles concernent aussi bien l'espace bâti que non bâti. Oui, mais on les fait, ça sort, il y a un règlement, et puis est-ce que ça change? Ça reste comme ça. Avec le temps, les contextes urbains peuvent changer, et avec eux, les règles d'urbanisme peuvent évoluer et changer à l'occasion d'une révision d'un instrument. Donc si on a des règles dans un instrument d'urbanisme, on ne peut pas les changer sur un coup de tête, il faut réviser l'instrument pour que ces règles puissent changer. Voilà, et merci pour votre attention.